Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Bonjour mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche à partir de la station régionale de Constantine pour ce Bonjour d'Algérie. Eh bien aujourd'hui on ne va pas déroger à la règle de l'actualité puisque la Covid-19 s'impose à nous et nous allons parler bien sûr de cette recrudescence. On ne va pas parler de vagues parce que c'est des pics de contamination avec le docteur Kermiche dans la première partie de l'émission. Ensuite on parlera de désinfection, de la société civile qui œuvre. Bien sûr, elle fait face avec ces opérations de désinfection. Nous en parlerons avec le coordinateur des associations de la société civile de la wilaya de Constantine. Et puis, on terminera avec un livre qui vient de sortir sur Melk Bennabi et dans les archives françaises. Alors c'est un livre qui est paru il y a à peine 24 heures et nous aurons les deux co-auteurs. Bon, l'un est en France, nous l'aurons par téléphone, Inch'Allah. Il s'agit de Riyad Charwana. Et le deuxième co-auteur, il est là à Constantine. Il s'agit du docteur Allawa Amara. Et donc, ils vont nous parler de ce qu'ils ont fait comme travail colossal pour Melk Bennabi et ce qu'ils ont trouvé, les traces de Melk Bennabi, le penseur, bien sûr, à travers leurs recherches dans les archives françaises. Voilà, c'est le sommaire de cette émission. Mais comme on a pris l'habitude, bien sûr, de se balader sur les airs de Constantine avec la très belle voix du maestro L'Haj Mohamed Tarf Ergani. اختار اللي البلي بدنا امين وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في غنيم طلابي أو كفار خبرتهم غايض المسامع قام الصوت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Que la petite balade sur les airs de la ville, de la passion et des passions vous aura plu parce que c'est devenu une habitude dans le Bonjour d'Algérie à partir de Constantine. Alors pour cette première partie de l'émission, eh bien, comme je vous l'ai dit dans le sommaire, nous allons évoquer pas de deuxième vague parce que les médecins parlent beaucoup plus d'un pic de contamination. Il est vrai que depuis maintenant à peu près une semaine, nous sommes en train de battre les chiffres depuis le début de la pandémie. Mais nous sommes en train de battre les records de contamination et de cas. Alors, docteur Kermiche, d'abord, merci d'être là. Et comme à votre habitude, vous êtes toujours disponible. Je vous en remercie. Et puis, alors, docteur, nous sommes dans une phase quand même qui est assez critique puisque le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Alors, bonjour, M. Benkaïdia, bonjour à tous vos téléspectateurs.
Permettez tout d'abord de saluer toutes les équipes de la télévision algérienne qui font face à ces défis et ces grands défis, entre autres la pandémie, et de saluer mes confrères surtout, pneumologues, et tout le personnel de santé qui fait face à une situation très très difficile en ce moment. Oui. Comme vous l'avez précédemment dit, c'est vrai qu'on est en train d'entamer pas la deuxième vague parce que je ne sais pas si si notre virus SARS-CoV responsable de la Covid-19 a muté. Jusqu'ici, je ne sais pas, mais là, c'est vrai qu'il y a un deuxième pic. Plutôt troisième. Troisième qui quand même... qui est le plus virulent, on va dire, en termes de contamination. Et c'est tout à fait normal. Et là, parce que, vous savez, les épidémies et les pandémies suivent les voies de communication humaines. Depuis Wuhan, on est jusqu'à l'Alaska, donc c'est les voies de contamination. Et c'est les activités sociales durables, en collectivité, c'est-à-dire dans des endroits semi-clos comme les écoles, la crèche, les lieux de rassemblement, ainsi que dans les milieux confinés, dans les familles avec fratrie. C'est là que la transmission est très efficace. Voilà, c'est là, il faut dire que là où il y a un attroupement, et ça ne pardonne pas, on va dire que ça ne pardonne pas. Ce qui est spécifique à cette période de la saison, c'est que ça coïncide avec la recrudescence de l'allergie de certains allergiques, de la grippe, de la survenue de la grippe aussi, qui est une infection interhumaine d'homme à homme. Elle se fait spécialement, la contamination se fait spécialement par voie aérienne. Oui. D'où la nécessité de se protéger. Des mesures barrières, oui. Comme toutes les maladies à transmission par voie aérienne. Ce n'est pas uniquement la grippe. Mais la grippe est devenue depuis quelques années un véritable fléau mondial. Parce qu'elle mobilise beaucoup de ressources et de dépenses. D'où l'importance de se faire vacciner chaque année, surtout pour les sujets fragiles. À risque. Voilà, les sujets à risque, les personnes âgées de plus de 55 ans, là, il faut le dire. C'est pour ça que la campagne a commencé depuis déjà 2 semaines. Et puis, Vous savez, la vaccination, c'est une des mesures peut-être les plus efficaces qu'a entrepris les politiques, que ce soit en collectivité ou en individuel. Et c'est vrai qu'il faut dire que la vaccination a permis d'éradiquer plusieurs maladies comme la variole, par exemple, en 82. La polio aussi en Europe. Il y a plus de... Donc, c'est pareil pour la vaccination antigrippale, antivirus de la grippe. Et il faut dire, il faut spécifier que pour certains qui ne peuvent pas être vaccinés pour une raison ou pour une autre, il est essentiel de vacciner tout autour, c'est-à-dire toute la famille. C'est un message qu'on donne. Il faut vacciner les porteurs, voilà. Les porteurs, l'éventuel porteur, les porteurs sains et surtout les enfants, parce qu'on a tendance à dire auparavant que les enfants n'étaient pas affectés par, et les nourrissons ne contractent pas la grippe, mais c'est surtout le virus respiratoire syncytial et tout ça. Mais non, il y a une dizaine d'années, voilà, les enfants sont devenus, si vous voulez, le premier porteur de cette maladie, oui. Facteur de transmission de cette maladie. Alors, faites vacciner vos enfants si alors, vous docteur, êtes... Je ne sais pas, mais je sais que certaines personnes ont des préjugés vis-à-vis de ce vaccin antigrippal. Ils ne veulent pas se faire vacciner, ils comptent sur leur immunité. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Comment on doit se comporter? C'est vrai qu'il y a eu toujours c'est pour ça que je dis qu'il faut s'accorder et il faut parler le même langage maintenant et utiliser les mêmes paroles entre scientifiques, médecins et décideurs politiques. Et il faut parler le même langage parce que là, il s'agit d'infections qui coûtent parfois la vie,
une hospitalisation des dépenses économiques, que ce soit à l'échelle individuelle ou médicale. C'est une catastrophe en termes économiques. Ben oui, ben, on a vu, il y a la preuve. Vous voyez que, par exemple, comme en Italie, on est arrivé à soigner les gens dehors, dans tout ça parce que on ne peut pas faire face à ce genre de situation avec les structures qu'ont les pays jusqu'ici en matière d'hôpitaux et d'autres structures qui prennent en charge la maladie et les gens malades. Il y a eu toujours une réticence vis-à-vis des vaccinations. Il y a eu toujours... Maintenant, il y a carrément un lobby anti-vaccin. Oui, il faut dire, il y a même des associations de parents d'élèves qui sont contre la vaccination. Mais c'est faux. Mais est-ce qu'on peut se permettre et s'autoriser de ne pas se vacciner et faire courir le risque aux autres? Parce que là, il ne s'agit plus de la liberté individuelle. Mais c'est les autres, c'est la communauté. Je pense que juridiquement, il doit y avoir des textes de loi qui font que... Écoutez, l'obligation de certaines vaccinations comme la polio, et la coqueluche et la rougeole ont quand même permis d'éradiquer chez nous. Oui. La vaccination... la vaccination BCG quand même a permis de passer le cap de l'épidémie de la tuberculose. On était quand même un pays où il y avait un sévice à risque et la tuberculose faisait quand même des ravages à un certain temps. Mais c'est la vaccination qui a changé le profil. On assiste maintenant à la tuberculose extra-pulmonaire qui n'est pas contagieuse, aussi contagieuse et dévastatrice qu'une tuberculose pulmonaire sur un terrain qui diminue. Maintenant, la diminution et la baisse de l'immunité, ce n'est pas uniquement par les maladies, mais c'est aussi par le niveau de vie des gens qui a pris un coup ces derniers temps. La cherté de la vie... Et ben oui, il faut dire, le vaccin coûte de plus en plus cher, mais c'est l'État qui prend en charge. Oui, Dieu merci. mais on a un système de santé qui arrive quand même à répondre à ces difficultés et à faire face. Moi, depuis le début de la campagne, je vois que mes malades du mois, les malades chroniques, ont eu à payer une somme dérisoire de 200 dinars ou quelque chose comme ça. C'est juste pour... je ne sais pas, les frais d'officine, voilà, c'est tout. Mais sinon, ben, surtout pour le vaccin antigrippal, surtout en cette période de pandémie, oui. Parce que c'est important de dire que c'est quand même deux maladies assez proches. La grippe et la Covid ne sont pas très loin. D'où la confusion parfois. Même chez le médecin, même chez les plus aguerris et les plus... c'est-à-dire le personnel de santé n'arrive pas à faire la part des choses, à discerner. Et ce qui rend compliqué les choses, c'est que et la Covid-19, et la grippe, et même l'allergie, la recrudescence de l'allergie, et ils copient leurs symptômes. C'est toujours le petit fébricule, la petite fièvre, l'asthénie, les courbatures, le catarrhe nasal, c'est-à-dire l'écoulement nasal, la toux. Oui. Mais là, il faut, dans ce contexte de peur et de panique surtout, il faut dire aussi, parfois on ne peut pas se fier aussi à un interrogatoire, vu notre culture et notre appréhension de la maladie comme étant un tabou. On cache à son médecin, on lui dit pas. Il faut dire que certains ont même honte de dire qu'ils sont atteints de la Covid. Ça, c'est déplorable. Comme si c'était le sida. Mais le sida est une maladie qui se contracte. Et puis qui est guérissable. Il faut dire que quand on s'est pris en charge, on peut guérir. C'est-à-dire qu'il faut être responsable de ce qu'on fait et de ce qu'on dit. Je répète que la maladie est transmissible par voie aérienne. C'est-à-dire que là, il ne s'agit plus de votre liberté et de votre choix de ne pas dire, de ne pas aller chez le médecin, de ne pas s'extraire ou de s'isoler.
Et là, c'est aussi, on atteint les autres par notre irresponsabilité, par notre insouciance ou inconscience, et parfois, je dirais même, on pourrait qualifier ça presque de crime, de ne pas... Ça prend des allures criminelles. On n'en arrive pas jusque-là, mais parce que c'est vrai que l'inconscience, des fois, tue. Des fois, l'inconscience, un geste un peu amené à... Ce savoir malade. Et ne pas le déclarer. Sinon, savoir que, par exemple, sa femme ou son compagnon est malade, est proche, et qu'il est très probablement porteur sain ou atteint légèrement, et qu'il circule et fait courir le risque d'atteinte à autrui, parfois à ses amis les plus proches, parfois à ses parents. Et on a vu qu'on avait perdu des gens comme ça, qui ont contracté le virus alors qu'ils ont pris toutes les mesures de s'isoler, de ne pas se mêler à la foule et d'observer les mesures d'hygiène. Et malgré ça, c'est juste un ami qui vient vous embrasser ou vous rendre visite ou bien... et voilà. On va juste marquer une petite courte page de publicité puisque nous avons un partenaire pour le Bonjour d'Algérie qui est Coral Peinture. Le Bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Alors, justement, nous parlions de ces gens qui prennent toutes les mesures et puis, il y a une fête, il y a un décès, un enterrement, une rencontre fortuite, et les gens s'oublient un peu. C'est vrai que c'est un peu lourd, c'est un peu pesant à gérer toute cette période de confinement, mais il faut toujours rester vigilant, surtout que maintenant, on a vu que le virus s'adapte à peu près à tous les climats. Voilà. Et surtout, maintenant, avec la baisse de température, je pense que ça devient encore plus dangereux. C'est vrai qu'on va avoir les maladies qui affectent le système immunitaire et respiratoire à la fois. Les vagues de froid, l'humidité, ainsi que à l'arrivée de l'hiver. On va avoir les affections qui touchent l'appareil respiratoire, que ce soit l'ORL, que ce soit pulmonaire, respiratoire. Et là, pour vous dire, c'est vrai que c'est le relâchement qui a fait qu'à un certain moment, le mois d'août quand même, le mois de fin juillet et août, on arrivait quand même à maîtriser un tout petit peu, mieux que beaucoup de pays, à maîtriser l'épidémie. On est arrivé quand même à avoir des services Covid entièrement vides. Oui. Et moi, je vous parle d'une expérience personnelle. Moi, j'ai été à Digil le mois de juillet. À mon étonnement, on vivait le pic à Constantine, c'est-à-dire vers le début du mois de juillet, fin juin, juillet. Et à mon étonnement, je ne vois personne porter la bavette. En plus, il faisait chaud d'ailleurs. Quand on leur dit qu'est-ce qui fait que vous avez cette attitude envers... ils se vantent d'être en très bonne santé et c'est grâce à l'huile d'olive. Eux, ils sont en très bonne santé comparativement aux gens qui n'en prennent pas. Et voilà ce qui a fait que le relâchement, le mois de juillet et d'août, ils sont donnés à des fêtes. Des fêtes aussi, il faut dire que les gens ont passé leurs vacances en bord de mer. Ça a été un facteur de propagation énorme. Et on a vu ce qui s'est passé à Digil récemment. C'est devenu, number one. Voilà, un cluster. Et là, pour dire que les clusters d'avant, c'est-à-dire du mois d'octobre, c'était des familles. Oui. C'est-à-dire que et à l'interrogatoire, on trouve que c'est des gens qui sont allés à une fête familiale. Et les gens... C'est vrai qu'on se lasse, oui. Que la personne... C'est pesant, il faut le dire. C'est pesant. Mais que voulez-vous, il faut tenir. Il faut tenir parce que là, il va y avoir maintenant un deuxième cluster, celui des funérailles. Oui.
Et je vois que, bon, il y a des gens qui décèdent, non pas par la Covid, mais juste la présence d'une vingtaine par personne. C'est déjà un facteur de risque. C'est déjà un facteur de risque. Et les gens vous disent, je ne peux pas ne pas consoler, ne pas y aller parce que c'est mon voisin, c'est mon oncle, c'est ma soeur, c'est mon frère. Alors qu'il faut parler un même langage et il faut être ferme et voire même dur. Il faut peut-être faire passer des images de l'hôpital et du personnel soignant. Alors vous êtes pour les images choquantes. Oui, oui, oui. Il faut choquer le citoyen, lui faire peur pour qu'il soit vigilant. Parce que sinon, c'est vrai que le relâchement est là, il est constatable facilement. À un certain moment, si vous vous rappelez, lors de l'épidémie du cancer occasionné par la cigarette, eh bien, c'est surtout la loi qui interdisait la vente aux mineurs ainsi que les taxes et tout ça, c'est-à-dire dans le monde occidental, je parle du monde. Et c'est les images et c'est les photos sur le paquet de cigarettes carrément de cancer de la langue, le cancer qui ont fait quand même que le cancer induit par la cigarette en Europe ou en Australie ou en Amérique a quand même diminué. Par rapport même s'il reste très important et c'est dommage. Oui, mais quand même, le nombre de fumeurs a diminué chez les Européens. Et par ces images choquantes sur la boîte que vous achetez et vous attendez à acheter votre joie, votre plaisir. Et là, vous trouvez la photo sur le paquet de cigarettes. Mais c'est étudié. C'est étudié, c'est important. Il faut dire que ça dissuade. Mais chez nous qui avons une culture orale, qui s'est transmise. Peut-être qu'il faudrait aller dans le sens, peut-être d'aller vers le citoyen, dehors, aller vers le contact. Bon, je sais que ce n'est pas possible, mais la sensibilisation devrait se faire peut-être par voie auditive. Maintenant que les mosquées sont encore une fois réouvertes, on pourrait passer par le message des religieux et des imams. Donc on pourrait peut-être faire ça et profiter lors des prières des rassemblements pour ça, pour diffuser les messages d'hygiène corporelle. Maintenant, il faut peut-être rabâcher sur l'hygiène corporelle, sur l'hygiène, sur la nécessité de se laver les mains, même si on l'a fait des heures auparavant, il faut le refaire. La nécessité de ne pas faire courir le risque à autrui parce que c'est une responsabilité aussi. Et le musulman n'a pas le droit de nuire à autrui, voilà. Et donc je pense qu'il faut saisir toutes les opportunités et les occasions où on a à communiquer avec l'autre. Et c'est vrai qu'il est plus que nécessaire de communiquer sur ça maintenant. Votre rôle, je sais que vous, depuis le début de la pandémie... À longueur de journée, nous diffusons des spots de sensibilisation, nous appelons à la vigilance, mais je crois que ça ne suffit pas. Il faut encore plus. Je pense qu'il faut, comme vous le dites, peut-être des images choquantes, des images qui font peur. Et voilà, des amendes. Et des amendes aussi. Oui. Ça a commencé que ça commence, mais il faut peut-être il faut revenir à la la loi est toujours en vigueur. Oui. Celui qui ne porte pas de masque risque une amende de 10 000 dinars. Ça, il faudrait... Tout simplement, je pense qu'il va falloir appliquer la loi et même durement, parce que parfois, quand vous avez un enfant qui ne répond pas, il faut vraiment durcir le message. Oui, c'est vrai, quand on n'est pas écouté, c'est pour le bien communautaire. On va se reposer un peu avec la très belle voix de Nassima Chaban. J'espère que vous aimez. On va se reposer un peu, puis on va continuer notre débat.
ويا حنيني طاب قلبي من قولة لا 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 ويا حنيني طاب قلبي من قولة لا لا حسدوني بالناس حسدوني بالناس حسدوني بالناس في غرامك يا غصن الياس دبلت الناس عيونها مثل عيون غزالة جميع الناس بزين والفي بدريت لالا ويا حنيني طاب قلبي من قولة لالا لالا ويا حنيني طاب قلبي من قولة لالا يا عشاق الزين يا عشاق الزين يا عشاق الزين سعد وما في القلب حزين جرحت الخدين بالمدامة ديما سيالة شعلت نار البين في دليلي والهجر توالى ويا حنيني طاب قلبي من قولة لالا لالا ويا حنيني طاب قلبي من قولة لالا يا نزهة الروح يا نزهة الروح يا نزهة الروح بحياة القلب المجروح مالي وين الروح غير مالك نضل بسمائك خفت السر يبوح واصلني بالله تعالى ويا حنيني طاب قلبي من قولة لا 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 ويا حنيني طاب قلبي من قولة لا لا يا عشاق الزين يا عشاق الزين يا عشاق الزين سعد وكل قلب حزين جرحت الخدين بالمدامة ديما سيالة شعلت نار البين في دليلي والهجر توالا ويا حنيني طاب قلبي من قولة لا 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 ويا حنيني طاب قلبي من قولة لا لا حدا حبيبتي تحلى السهرية حدا حبيبتي تحلى السهرية حدا حبيبتي تحلى السهرية كي تغني لي بالعود شوية حدا حبيبتي تحلى السهرية حدا حبيبتي تحلى السهرية والله حدا حبيبتي تحلى السهرية كي تغني لي بالعود شوية ضربت مليون قاتت قاسم بالمقدور عليها معاصم وعليها سنون زادت على حالي وما بيا ضربت لي ستي خبر دورت لي دمي لستني في بابا وامي حدا حبيبتي تحلى السهرية حدا حبيبتي تحلى السهرية Voilà, c'était Nassima Chaban. Et puis, bon, le choix était fortuit, mais je crois que ça vous a fait énormément plaisir, docteur Kermech, c'est ça. En tout cas, voilà, dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons encore parce que développer sur la pandémie, la Covid-19, mais aussi surtout ce qu'il faut rester vigilant, il faut toujours préserver autrui en appliquant les mesures barrières, donc bien sûr se laver les mains, la distanciation et le port du masque. Et puis, mais au-delà de ça, il faut continuer à vivre, docteur. Ben oui, c'est ça, hein. D'autant plus qu'il y a maintenant, je dirais peut-être un savoir-faire face à cette... On maîtrise mieux. On maîtrise mieux, on connaît, pas totalement, mais quand même l'ennemi, on le connaît. Et donc déjà qu'il y a eu beaucoup d'études et
beaucoup d'expériences, comme pour la dernière, qui fait qu'on pouvait laver jusqu'à 10 fois les bavettes et les masques, et ça c'est quelque chose d'important, que ce soit pour le budget, pour l'économie des familles, et surtout à la rentrée scolaire. C'est vrai, la rentrée scolaire pour les enfants. Pour les enfants, quand même, laver ces bavettes jusqu'à 10 fois et ne pas courir le risque de faire passer le virus, c'est quelque chose d'important à faire passer. Tout le monde doit faire passer ce message. Et d'une part, on va quand même économiser quelques sous pour se préparer peut-être à l'hiver. Oui. Et de deux, c'est pour ne pas jeter et partout les bavettes, qui fait quand même aussi un paysage. On a vu que... on a vu, c'est un crime contre l'environnement et la propreté. On a vu des gens, ne jetez pas, s'il vous plaît, vos bavettes n'importe où. En plus, sur un plan économique, comme vous le disiez, parce que c'est important, peut-être tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une dizaine de bavettes par jour ou par semaine. Donc, vous savez, 2-3 bavettes confectionnées manuellement, des fois même un chèche, comme dans nos traditions, un foulard, que des fois une écharpe suffit. Il ne faut pas croire que il faut toujours porter le masque, c'est juste se protéger. S'isoler d'éventuels postillons qui est contaminé par le virus et qui pénètre par les voies aériennes, par le nez et par la bouche. Je dis bien, c'est essentiellement ça. Maintenant, pour le lavage, je pense que les imams ainsi que les religieux peuvent insister sur comment se laver. C'est vrai qu'il y a une méthode pour se laver. Il faut le dire, docteur, on a beau répéter, on peut, par exemple, on a demandé à des gens, certains préconisent, de chanter une chanson, par exemple, de dire des petits dictons, histoire de faire les 30 secondes, parce qu'il faut au moins, pendant une trentaine de secondes, se laver les mains, c'est ça, se frotter. Vous me rappelez, mon premier contact, le 10 mars, je me rappelle, avec la suspectée, elle était suspecte de la Covid. C'est une immigrée qui est venue de Lyon, et ça tombe sur moi, donc je l'ai vue. Et là, quand j'ai demandé à son petit-fils et à sa fille de se laver les mains devant moi et de chanter « Joyeux anniversaire », ils ont éclaté, ils ont rigolé. Mais je leur dis, au moins, ils ont dit « Qu'est-ce que c'est ?» Je leur dis « Il faut prendre le temps de se laver et donc de diminuer au maximum le risque. » Ça, vous m'avez rappelé cette... Oui, c'est bien d'encourager les gens à chanter. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter de se laver les mains. Ça, c'est important parce que, sincèrement, on a vu qu'il y a un relâchement au niveau d'hygiène. C'est vrai que, la bavette, certains la portent bon gré, mal gré, d'une manière des fois fausse, parce qu'ils sont en train de la rabaisser, des fois. Mais il faut rester vigilant parce que, regardez, les pics sont là. Les milliers, les centaines plutôt de cas de contamination quotidiens, ça fait peur. Je pense que, M. Benkaïdia, il faut maintenant prioriser les choses. Et il faut donner, il faut s'accorder et se poser et dire la santé, c'est quelque chose de primordial. Oui. Et pour cela, elle ne vient pas de structures sanitaires au top. On a vu que les États-Unis maintenant est en train de souffrir. C'est des gens, c'est des grandes puissances. Oui. L'Italie maintenant, elle est dans quelques mois peut-être, ça va être le cas, que ce soit économique ou... Oui, sur le plan économique, c'est une catastrophe mondiale. La France prévoit qu'il y ait des décès, l'équivalent toute une ville par cette deuxième vague. Nous, on n'a pas encore entamé la deuxième vague. Nous en sommes à la première encore. Ça, c'est le résultat du relâchement et des rassemblements faits le mois d'octobre et d'août, septembre et octobre. Septembre-octobre. Ça, c'est le deuxième pic. Donc maintenant,
comment notre virus il va muter, comment et comment qu'on va, il est plus que nécessaire de se responsabiliser de sa santé. Oui. C'est votre santé, c'est pas la santé à l'État, au gouvernement, à M. Ben Kaidia, au Dr Kermiche, c'est la vôtre. Vous la préservez. Un des messages qui m'a choqué lors de cette épidémie, c'est le message du Premier ministre britannique quand il a dit « Préparez-vous à perdre un proche. Oui. Ça m'a choqué et depuis j'ai ce refrain dans ma tête. Préparez-vous à... C'est flippant. Oui. Quand on est sous cette menace de perdre une personne chère, un proche, un voisin, un collègue. La deuxième vague de la grippe, espagnole, oui. en 1920, a fait plus de morts que la première vague. Que la première et a touché les gens les plus jeunes, c'est-à-dire les moins de 60 ans. Oui. Et là, c'est important de dire qu'il faut faire attention, surtout pour cette vague qui est en train de toucher et les jeunes, et les... Mais c'est vrai que le fait d'être contaminé, là, déjà, la première... Il faut revenir, hein, il faut synthétiser à peu près ce qu'on... Si on est touché, il faut rapidement déclarer. Ça, c'est important. Pourquoi? C'est pour protéger l'environnement. C'est ça, docteur. Donc, il faut déclarer rapidement. Déclarer. Sinon, être responsable, s'isoler au malgré, au bon gré de tout le monde. Ouais. Voilà. Maintenant, s'il y a une chose aussi peut-être à organiser, c'est les soins à domicile. Oui. C'est les soins à domicile. Comment peut-on soigner ou prendre en charge des positifs, des gens contaminés qui sont légers, bénins, modérés et qui n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital. Besoin d'aller à l'hôpital. Et bien sûr, tout ça est évalué par un agent de la santé, par un médecin. On va évaluer les gens qui n'ont pas de risque, les moins de 60 ans. Et comment les prendre en charge à domicile? Comment faire que leur circuit de circulation est limité au sein de la maison? Comment peut-être faire des protocoles et distribuer? Comment les alerter par rapport aux complications ou les signes d'aggravation? Et dans quel cas il faut aller à l'hôpital ou consulter son médecin ou sortir du confinement pour aller justement consulter? Pour ça, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'il faut s'organiser de la sorte. Vous avez vu, la dernière fois, tout le monde se roulait après la semoule. Donc, il faut s'organiser, il faut faire ses achats, il faut sereinement, sans éviter l'affolement. Il ne faut pas s'affoler parce que quand on panique, quand on s'affole, ça crée une autre tension. Une autre tension et aussi c'était aussi source de contamination et c'était source un stress. Vous savez, un stress, c'est aussi un facteur de risque pour parce que ça diminue l'immunité. Voilà, il faut le dire. Donc pour ça, il faut s'organiser sur le plan individuel, collectif. Dans un quartier, peut-être, il faut aider, par exemple, l'épicier à s'organiser, à éviter la contamination, ainsi que le rassemblement dans dans l'épicerie, comme on dit, ou dans le lieu où on fait ses emplettes. Donc, il faut se tolérer, il faut aussi se protéger. Et il faut passer les messages qui sont simples, mais qui sont vrais aussi, qui sont vrais, parfois même choquants, comme on le disait tout à l'heure. Mais aussi, il faut vivre. Il faut continuer à vivre. Il ne faut pas s'arrêter de vivre. Mais c'est juste s'adapter, on doit s'adapter. Par exemple, moi, par ce temps merveilleux de l'automne, il y a des couleurs qui sont vraiment... Oui, le gris est très beau à Constantine. Là, il faut profiter, c'est tellement doux.
Il faut profiter de la douceur de cette saison. On n'a pas encore ni les pluies, ni la neige, ni les vagues de froid. Donc il faut profiter demain. Personne demain est un autre jour. Il faut profiter, peut-être sortir, je ne sais pas, prendre l'air. C'est important de dire, puisque là, cette maladie touche les voies respiratoires, c'est important de prendre des bols d'air. Des bols d'air, de savoir respirer. Maintenant, je vois beaucoup de jeunes aller sur YouTube et sur Instagram pour peut-être visionner aller voir comment respirer. Oui. Apprendre à respirer, son bol d'air, comment les gestes les plus banaux, comment faire travailler ses muscles respiratoires, son diaphragme, comment prendre, combien doit durer une inspiration, une expiration, un exercice, bien sûr dans la sérénité, le calme, mais surtout la responsabilité. Vous êtes responsable de votre santé. Oui. Parce que c'est le message. Et on est responsable vis-à-vis d'autrui, de ses compatriotes, de ses citoyens, de ses voisins, de ses proches, de ses collègues. On est responsable. Voilà, on va, je ne sais pas, comment terminer cette partie peut-être. C'est vrai qu'il faut rester positif, docteur. Oui. Il faut rester quand même, il faut avoir l'espoir, il faut vivre, il faut continuer. Et pour continuer à vivre et entretenir cet espoir, eh bien, il faut continuer à respecter les mesures barrières, je pense. Bon, ça, on en a parlé. Mais là, comment continuer à vivre? Maintenant, il faut toujours se rappeler qu'on est musulman. Avant tout. Avant tout. Eh bien, on accepte tout. On accepte et l'échec, et la réussite, et la mort. Tous les musulmans, il y a la promesse qu'ils vont aller au paradis. Inch'Allah. Alors, pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur de la mort? Mais la peur est humaine. Elle est humaine. Mais il faut aborder sereinement, que ce soit la maladie ou bien la mort. Oui. Ou bien la mort. Et il ne faut pas trop stresser. Il ne faut pas trop stresser. C'est des destins. Et on est passé par des périodes où il y a eu beaucoup de morts. Oui. Il y a eu beaucoup de morts, des épidémies, que ce soit infectieuses, que ce soit les guerres, les guerres. Eh bien, je pense qu'il faut rester serein et vivre et continuer à vivre et profiter de la journée. Journée. Quand vous avez un peu de temps, allez respirer. Alhamdoulilah, on a des forêts à proximité. On n'a même pas besoin de prendre son véhicule, descendre au parc de Bardo. Moi j'y vais souvent, souvent. Et ben je vois, oui, c'est et puis l'air est magnifique. Oui. Et ben je vois des familles, on est éloignés, mais il y a des familles qui profitent des enfants. C'est juste agréable. Eh bien, profitez de la journée. Maintenant, comptez sur sa bourse, son argent, et sur le gel, et sur les hôpitaux, sur l'oxygène. Il faut compter sur vous-même. Maintenant, quand la maladie est là, il faut l'aborder calmement et sereinement. Voilà. Et puis il faut dire que ce n'est pas la fin du monde. On peut faire face à la maladie pour peu que tout le monde soit discipliné. Docteur Kermiche, merci beaucoup d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à notre invitation pour ce Bonjour d'Algérie à partir de Constantine. Là, je vais changer de style, je vais vous offrir une autre chanson, mais c'est toujours le terroir et le patrimoine algérien avec Kamel Galmi. مع اخوه ما
واللسان يقطر بالسن ماشي في الضمانة والخايب غيب وما تبطاش وقال سيدي درويش دارك ما بقاتش في الضمانة ماشي في الضمانة سيادي يا سيادي ويا ويح من خان حبيبو الله 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 يلا Même si nous changeons de style parfois, mais c'est pour donner la diversité et la richesse de notre patrimoine musical. Mais là, on va changer complètement de sujet. Là, on ne parle pas de patrimoine, mais beaucoup plus d'hommes, de penseurs, et puis surtout d'un homme qui aura marqué, peut-être à mon sens, hein, l'histoire de l'Algérie, même si je crois qu'on le connaît, mais on ne le connaît pas assez. D'autant plus que, je crois que le nombre de livres qui a été écrit par lui et sur lui, c'est très peu suffisant par rapport à la dimension de cet homme. On va parler de Melk Ben Nabi avec d'abord le docteur Alaoua Amara. Merci d'être là. C'est pas vrai, docteur, merci d'être là. D'abord, mes félicitations pour ce livre. Je vais le montrer. C'est une recherche sur Melk Ben Nabi à travers les archives françaises, c'est ça? Oui. Voilà, donc il faut dire que vous n'êtes pas seul, il y a le docteur aussi Riyad Charwana, et j'espère que nous l'aurons au bout du fil dans quelques instants, à partir de Paris, va nous... voilà, et ce livre, alors pourquoi le besoin d'abord d'écrire sur Melk Ben Nabi? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire et à rechercher sur Melk Ben Nabi, le penseur? Voilà. Tout d'abord, permettez-moi de parler des publications de la Fondation. En fait, depuis que j'ai été nommé à la tête donc de la série de publications de la Fondation Bélis, publications de la Fondation, nous avons deux sous-séries. Une série consacrée aux recherches et aux éditions de textes et documents d'archives, et une série consacrée aux enfants. Dans cette série, nous avons déjà publié pas mal de documents d'archives, de mémoires, de textes produits par les réformateurs, donc ceux qui étaient en relation avec Cheikh Ben Badis et l'association des ulémas. Concernant Melk Ben Nabi, en fait, l'idée remonte à 2015. Si je me souviens bien, donc avec Riyad Charwana, nous avons tombé sur des documents d'archives. Parce qu'en fait, Melk Ben Nabi, je rappelle, il est l'auteur d'un récit autobiographique. Ce récit se compose de plusieurs parties. D'abord, la première partie qui a été publiée sous le titre de Mémoire d'un témoin du siècle, l'enfant, donc connu, voilà, et puis l'étudiant, puis l'écrivain. Et donc là, nous sommes en 1965, 1970 pour le tome 2. Et ensuite,
Pourrichir, en fait, c'est qui correspond au deuxième tome, avait été rédigé en 1951. Donc, les documents complètent, corrigent et détaillent beaucoup de choses concernant la vie et le parcours de Melk ibn Nabi à partir des années 20. Donc, nous avons pratiquement beaucoup de renseignements fournis à travers ces fonds archivistiques. Voilà, d'autant plus que Melk ibn Nabi était médersien. D'abord, il a fait la médersa de Constantine, qu'il décrit à travers son autobiographie. Et puis là, bon, nous avons de la chance, puisque votre co-auteur, le docteur Riyad Sherwana, est avec nous en ligne. Est-ce qu'il nous écoute? Bonjour, Riyad Sherwana. Voilà, je crois que nous avons été coupés. C'est pas grave, on va essayer de récupérer l'appel. On l'aura dans quelques instants. Donc, je disais sur Melk ibn Nabi, c'est vrai que, bon, à travers ces 3 livres, il décrit Constantine de l'époque, ce qu'il a vécu. Je savais, très peu de gens savent que c'était un ingénieur électricien. Donc, à travers les demandes qu'il a sur les archives, là, c'est ce que vous avez trouvé comme archives sur Melk ibn Nabi. Vous en avez énormément, hein, je vois, il y a beaucoup d'avertissements à témoins, des témoignages, des demandes d'emploi. C'est tout ça qui permet un peu de retracer l'homme. Oui, nous avons en fait publié 4 dossiers qui appartiennent à 2 fonds archivistiques. Le premier, c'est un fonds qui appartenait au SLNA, c'est le service de liaison nord-africaine. D'accord. Je vais revenir. Et le second, c'est un dossier d'instruction judiciaire qui appartenait à la Cour de justice de la Seine, du département de la Seine. De la Seine. Alors, pour le premier fonds, il est très riche parce qu'en fait, il se compose de 3 dossiers. Donc, nous avons un dossier qui faisait partie du fonds GSLNA de la préfecture de Constantine. Le second est celui d'Alger et le troisième, c'est celui d'Oran. Le fonds du département de Constantine, en fait, le SLNA, c'est un appareil de renseignement. En fait. Un appareil de renseignement, voilà, tout ce qui remonte en fait à 1935. Donc la première fondation, c'est 1935. Et qui a pris ce nom de SLNA à partir de 1948. Avant cette période, c'était le centre de documentation musulmane. Mais à l'origine, c'est un appareil de renseignement. Donc c'est à partir de 1935 à 1957. Voilà, je crois que nous avons, je crois, le docteur Riyad Sherwana au bout du fil. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur Sherwana. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Ismaël Belkhadia, vous m'entendez? Oui, on vous reçoit très bien. Voilà, oui, je rappelle... Bonjour à vos chers spectateurs et spectatrices, ainsi que le professeur Abdelawa Amara. Allô? Oui, bien sûr. Oui, alors, oui. Si vous permettez, monsieur Ismaël Belkhadia... Oui, je vous en prie. Je ne trouve pas une meilleure occasion pour présenter la fondation du Cheikh Abdelhamid Ben Badis, à savoir le livre entre vos mains, et le sujet de cette présentation ce matin fait partie des publications de Cheikh Imam Abdelhamid Ben Badis. Cette fondation fondée en 2000, présidée actuellement par l'historien Abdelaziz Filali, que je salue. Qu'on salue au passage. Regarde, et dont le président d'honneur est M. Abdelhaq Ben Badis, demi-frère de Cheikh Abdelhamid Ben Badis. La fondation s'intéresse particulièrement à la publication de l'héritage intellectuel et culturel, et voir notamment la pensée de Cheikh Abdelhamid Ben Badis. Et la fondation organise chaque année des colloques et des journées d'études et publie, au-delà, des alors c'est surtout livres. Voilà. De ce livre qu'on a consacré avec M. Allawa Amara. Voilà, surtout alors M. Sherwana, alors on parlait avec le Dr Allawa Amara sur les motivations. Pourquoi avoir choisi Melk ibn Nabi et écrire sur lui? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire tout un travail d'archives sur lui? Bonne question, M. Ismaël Belkhadia.
à savoir que, voilà, pour situer justement Malik Ben Nadi, à savoir que Malik Ben Nadi, il retourne en fin de 1939 en Algérie suite à une crise financière, faute de travail. Il trouve refuge à l'association des ulama, section de Tbilisi, présidée par Cheikh Al-Harbi Tbilisi, qui fut recruté après par le Cheikh Al-Harbi Tbilisi comme instituteur des maths dans l'école de Tahdid Al-Albani, dont elle fit partie justement, Zainab El-Mili, la fille de Cheikh Al-Harbi Tbilisi, parmi les élèves de Malik Ben Nadi. Pourquoi on a choisi justement de travailler sur Malik Ben Nadi? Moi, ça me rappelle justement une recommandation de leur livre de pourriture qui a été publié par Abdelrahman Ben Amara, là où il recommande justement, il dit il ne faut pas se limiter à l'écrit de Malik Ben Nadi quand il s'agit de parler de son parcours. Donc il faut faire des recherches, et notamment des recherches archivistiques, et je pense que ce travail répond à cette recommandation. Et voilà, en mars 2017, lors de notre séjour à Aix-en-Provence, moi et le professeur Alawa, on a ouvert ce chantier de travail et de recherche archivistique au sujet de Malik Ben Nadi. Ça m'interpelle aussi, vous savez, monsieur, si vous m'entendez toujours. Oui, non, mais bien sûr, vous êtes en ligne. Ça m'interpelle, il y a un passage aussi qui m'interpelle dans les mémoires de Malik Ben Nadi, où un passage où il dit que, j'ouvre les guillemets, je cite, après ma mort, un monsieur X va chercher toute trace, et notamment les carnets dont il a connaissance, même dans les tripes de mes enfants, pour essayer d'effacer toute trace de mes pensées. Loin de là, le travail, il n'est pas là pour effacer les traces justement de Malik Ben Nadi. Non, bien sûr. Mais si vous voulez une petite analyse rapide, on sent dans ce passage une certaine incertitude, par une peur, ou peut-être c'est la conscience de Malik Ben Nadi qui parle, parce qu'ici, voilà un mémoire, et il présente toujours ce qu'on appelle nous historiens, une présence de subjectivité. Donc c'est un mémoire qu'il a créé sur lui, donc il ne peut pas être, malgré la volonté du monde, objectif. Et je pense que ce travail qu'on vient de publier... Monsieur Chalouana, Monsieur Chalouana, restez avec nous en ligne, puisque le co-auteur de ce livre est avec nous. Donc, oui, peut-être il a aussi de l'eau à ajouter à votre moulin, puisque, voilà, ça c'est une partie, c'est l'une des motivations qui a dicté puis la connaissance de l'homme. Comme je vous ai dit, est-ce que cet homme qui fait partie, je ne sais pas, des gens connus, mais pas très connu finalement au fond. Est-ce que ce livre va nous renseigner, va nous donner d'autres aspects de la grande personnalité de ce penseur? Oui, tout à fait. En fait, je vais d'abord parler rapidement des fonds archivistiques. Le dossier GSLN de Constantine sur Malik Ben Nadi se compose de 60 documents. Celui de 4 documents, celui d'Alger de 13 documents, et peut-être le dossier le plus important, c'est celui du dossier d'instruction de la Cour de justice du département de la Seine. Et ce dossier se compose de 125 documents, totalisant 294 pages. C'est quand même assez important. C'est volumineux. Important. L'intérêt, parce qu'il nous renseigne sur des aspects qu'on ne connaît pas de Malik Ben Nadi. Par exemple sur son parcours scolaire. Donc, à partir de ces documents, on savait que Malik Ben Nadi, il a eu le certificat d'études primaires à l'âge de 14 ans. Ensuite, il a fait 2 années de préparation pour accéder à la madrasa, ensuite 4 années à la madrasa, et ensuite, Malik Ben Nadi, il a été recruté en tant qu'adl, c'est un greffier. Donc de la mahkama.
à Affleux, puis à Château d'Alger-Rimel, actuellement c'est Shalom El-Eid. Et ensuite, il a travaillé comme commerçant pendant 2 années, comme commerçant. Et ensuite, on a les détails de sa vie de 1931 à 1939 grâce à ces documents. Des traces sur sa vie privée, sur ses activités, sur ses engagements politiques. Et contrairement à ce qu'on a dans son récit autobiographique, Malik Ben Nabi, il a eu un engagement politique en faveur de l'extrême droite pendant les années 30. Parce qu'en fait, il a été le responsable de la section algérienne du PPR. PPR, c'est le Parti populaire français. Et ensuite, ce qui est intéressant, donc Malik Ben Nabi, on a des épisodes vraiment extraordinaires. Ensuite, il est retourné ici à Tbessa, comme l'a dit mon ami Dr Sharouana. Et ensuite, il est reparti en France. Il a passé 2 ans à Dreux. Ensuite, il a travaillé pour les Allemands. Il est reparti en Allemagne pour passer 18 mois à l'usine de Walsrode comme délégué des travailleurs français. Ah, il était syndicaliste. Oui, il était syndicaliste. De retour, juste après la prise de contrôle par les Allemands, l'armée allemande et les alliés de Dreux, il a été arrêté. Et il a été assigné à résidence à Pithiviers pendant d'avril 1944 à avril 1945. Et ensuite, il a été, une deuxième fois, il a été incarcéré à la prison de Chartres le 9 octobre 1945, jusqu'à sa libération le 9 avril 1946. Ensuite, on a, à travers ces documents, un engagement. Bon, Malik Ben Nabi, il commence à publier, donc avec le roman Le Beik, le phénomène coranique, ensuite les conditions de la Renaissance algérienne, on arrive à la vocation de l'islam. Mais pendant cette période, Malik Ben Nabi, il a eu aussi un engagement politique en faveur de l'UDMA. Donc l'UDMA, c'est le parti dirigé par Al-Haj Abbas à l'époque. Avec, dans les documents, on a vraiment beaucoup de choses sur ses activités, ses conférences, etc. Alors, j'espère que le docteur Sharouana est toujours avec nous en ligne à partir de la France, c'est ça? Docteur, vous êtes toujours avec nous? Est-ce que vous nous entendez toujours, docteur Sharouana? Oui, bonjour. Rebonjour, bien sûr, vous êtes là toujours avec nous, donc on reparle. Vous avez probablement écouté ce que votre co-auteur a dit sur toute la succession des événements, sur retraçant le parcours de Malik Ben Nabi, les arrestations, son engagement politique, sa vocation syndicale, tout cela. Mais vous, qu'est-ce que vous retiendrez aussi de cette personnalité de la Renaissance algérienne? Allô? Oui, je crois qu'il n'a pas entendu la question, le docteur Sharouana. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Moi, je crois qu'on a des difficultés. On va revenir. Je vous repose la même question, parce que le temps que l'on fasse, qu'on règle un peu notre communication. Qu'est-ce qu'on retiendra encore de cet homme? Alors, dans les documents, Malik Ben Nabi se présente, donc là je parle des années, fin des années 40, début des années 50. Et à l'époque, il se présentait en tant qu'homme de lettres. Homme de lettres. Donc c'est rare qu'il a utilisé d'autres termes. Il n'a pas eu de prétention philosophique à l'époque, mais il se mais homme de lettres, c'est-à-dire oui. C'est quelqu'un qui écrit à travers ses correspondances, à travers aussi les contrats qu'il avait signés avec l'éditeur algérien Nahda. Donc il se présentait de cette façon. Et puis on sait, d'après les documents,
qu'il a eu de rapports étroits avec l'association des ulémas algériens, parce qu'en fait, il participait au cercle et aux conférences organisées par les sections locales des ulémas, à Constantine, à Biskra, à Miliana, à Mostaganem, etc. Donc, il avait quand même ça. Mais sur le plan politique, il avait un engagement en faveur de l'IDMA, parce qu'en fait, il faisait partie de la direction locale du parti à Tibissa. Oui. Et ensuite, d'après les documents, il assistait aussi aux travaux du bureau national présidé par Farhat Abbas en tant qu'invité. Donc ça, ça se dégage d'après. Donc par rapport à son récit autobiographique, on voit qu'il y avait quand même des événements qui se passait ce silence dans son récit autobiographique. Alors que maintenant, il ne les a pas écrits. Peut-être qu'il a jugé, qu'il n'a pas jugé utile de les transcrire dans son autobiographie, mais vous retrouvez les traces de ses participations, de sa présence. Donc les documents maintenant révèlent ses activités qui ne sont pas citées dans son récit autobiographique. On va marquer juste une courte page de publicité, puis nous allons continuer à parler de votre livre. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'IMA. C'est l'IMA à faire. Voilà, donc nous revenons pour parler dans cette dernière partie de l'émission du livre, Wathaiq Melk Ben Nabi, dans les archives. Voilà, c'est tous les documents qui ont été retrouvés par les deux docteurs, Riyad Cherwana et Allawa Amara, sur Melk Ben Nabi, le penseur qui aimait se présenter, comme vous le dites, comme homme de lettres et non pas comme philosophe, alors qu'il y a une grande philosophie de Melk Ben Nabi. Est-ce que ça paraît contradictoire un peu? Même si lui, il aimait se présenter comme ça. Non, parce qu'en fait, les documents, le dernier document est daté de 1957, qui marque l'engagement de Melk Ben Nabi en faveur de la révolution algérienne. Son engagement, dans une fiche de renseignement, les renseignements français ils disaient que parmi les intellectuels qui ont rejoint les rangs du FLN au Caire figure Melk Ben Nabi de Constantine, etc. Donc voilà, c'est le contexte. Mais Melk Ben Nabi, il a pris peut-être de l'importance après l'indépendance, pas avant. Avant, les années 30, même quand il critiquait l'engagement, l'action politique de l'association des ulémas algériens lors du congrès musulman en 1936, à l'époque, il n'était pas engagé politiquement. Oui. Donc, il n'avait pas encore de... Oui, donc c'est en écrivant ses mémoires qu'il a pris position par rapport à ces peut-être qu'il a dû réfléchir avant de déclarer son engagement, même si à l'intérieur, peut-être qu'il était... On ne le saura jamais, mais sur les traces, c'est ce qu'on trouve dans les documents. C'est ça. Dans les documents, dans le dossier d'instruction du tribunal de Chartres, ce qui est intéressant, c'est que les Français qui ont accusé Melk Ben Nabi de collaboration avec les Allemands, il parlait de Melk Ben Nabi en Allemagne. Il disait qu'il lisait beaucoup de livres. Donc c'est déjà remarqué à l'époque en Allemagne, c'est quelqu'un qui est lettré, qui lit, qui ne s'arrêtait pas. Et puis donc c'est à partir de son séjour en Allemagne et puis après à la prison de Chartres qu'il a commencé à écrire. Donc ça, c'est à l'époque, il avait quand même, pendant cette période, là, 39 ans qu'il a commencé à écrire.
C'est pas un âge très, on va dire, il n'y a pas d'âge pour écrire. Certains ont commencé leur carrière à 40 ans, hein, vous savez, donc c'est peut-être l'âge de la maturité, le temps de mûrir et de savoir ce que l'on veut. Et puis après une certaine expérience, je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'on ne choisit pas l'âge, mais ça vient tout seul, je pense. C'est pour ça que Melk Benabi peut-être a commencé à écrire à cet âge-là. Voilà. Oui, mais pour les mémoires, quand même, c'est 1951, Melk Benabi avait 46 ans. C'est assez tôt quand même pour écrire les mémoires à cet âge. À 46 ans, on commence déjà à écrire. On commence à écrire, oui, c'est vrai que c'est assez jeune pour écrire les mémoires. En général, les mémoires, c'est après une carrière politique, une carrière, on va dire une grande carrière dans n'importe quel domaine. C'est à la fin que l'on écrit ses mémoires. Mais pourquoi alors 45 ans, 46 ans écrire ses mémoires? Qu'est-ce qui le poussait à écrire? À l'époque, moi, d'après les documents, à l'époque, Melk Benabi, il avait beaucoup de difficultés financières. Parce qu'il n'avait pas... Donc après avoir été emprisonné, il est taxé d'être quand même collaborateur et... on lui a collé beaucoup de fausses étiquettes. Donc voilà, c'est ça. Donc il ne pouvait pas travailler. Parce que jusqu'à 1947, il a été aussi arrêté à Tébessa. Oui, pardon. Par le BTS, la BTS, c'est la brigade de surveillance, la BST, de surveillance des territoires. Donc il avait toujours des difficultés. Il a été même rapproché par les services de renseignement. Mais donc, 1951-52, il avait beaucoup de difficultés. Et pour survivre, il avait, le refuge, c'était l'association des Zulema. Donc, il a bénéficié d'une subvention de la part de l'association des Zulema musulmans d'Algérie. Voilà. Donc, tout son engagement aussi. Mais après, Melk Benabi, quand même, c'est, on va dire, une vie tumultueuse. Hein. C'est écrire avec autant de qualité, de donner des idées philosophiques et puis rester dans le besoin. Je pense que c'est un peu contradictoire dans une vie qui... après des années, font qu'on ne connaît pas bien l'homme encore. Je le dis, je le dis, je répète, beaucoup ne connaissent pas assez cet homme qui est quand même une grande philosophie. Oui, il a marqué son temps, en fait, parce que ses écrits, quand même, ont joué un rôle important, ont influencé les sphères intellectuelles, etc. Donc, quand même, c'est quelqu'un qui a élaboré pas mal de théories, qui a abordé les problèmes de civilisation. Donc c'est... oui. Et il avait quand même une vue, un regard sur la civilisation autre, mais c'est pas n'importe quel regard, parce que le regard d'un philosophe, il n'est pas comme les autres. Je pense que les années 30, c'est les années, ce qu'on appelle les historiens de civilisation. Avec Toynbee, avec Hodgson, etc. Donc Melk Benabi s'inspirait de cette pensée. Et cette pensée, à son tour, était évoquée par le communisme à l'époque. Parce que le communisme contestait la centralité européenne, l'eurocentrisme. Et Melk Benabi s'inspirait de ces penseurs de civilisation. Et il a essayé, à travers notamment l'ouvrage fondamental, c'est les conditions de la Renaissance, il a essayé d'élaborer une autre vision, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les cycles de civilisation. Ou ça, c'est ce qu'on appelle généralement l'interprétation cyclique de l'histoire. Et cette interprétation cyclique de l'histoire est à l'origine inspiré par la philosophie de l'école des Annales en France. Donc il s'est inspiré de cette interprétation pour donner justement une idée que l'homme est apte pour la civilisation. C'est-à-dire la civilisation n'était pas occidentale, elle est actuellement occidentale, mais elle ne sera pas occidentale. Elle ne sera pas occidentale. Voilà, c'est vrai, ça c'est un homme réformateur, innovateur, et puis surtout qui parlait de la Renaissance, et il était contre l'occidentalisation de la planète. De la planète. Il était...
ce qu'on appelle l'ordre mondial, lui, il le refusait déjà bien avant sa création. Je pense que c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça que Melk Ben Nabi était un réformateur né. Ses idées, sa philosophie font que aujourd'hui, peut-être il était un peu avant-gardiste, parce que c'est ce genre d'hommes, spirituellement parlant, sentent un peu ce qui va se passer, et c'est pour ça qu'ils écrivent. Je pense qu'il était un peu en avance sur son temps. Peut-être dans le monde musulman, mais quand je viens de dire, les historiens, les années 30, c'est les années ce qu'on appelle des historiens de civilisation. Donc il y avait beaucoup d'écrits sur les civilisations du monde, depuis l'Antiquité à nos jours. Et Melk Ben Nabi s'inspirait de cette vision. Donc le schéma cyclique, en fait, et cette conception a prédominé déjà dans le contexte européen. Mais pour le monde arabo-musulman, je pense qu'il est parmi les premiers à avoir abordé cette question. C'est déjà le mérite, déjà aborder cette question. Alors, juste le temps de passer, bien sûr, une petite page de publicité de notre partenaire Coral Peinture, et puis nous allons continuer la dernière partie de ce débat. Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Voilà, pardon, j'ai perdu ma pastille, mais bon, je récupère le débat. Donc, dans cette dernière partie de l'émission, nous sommes toujours avec le docteur Alaoua Amara, historien et chercheur, et qui, en collaboration avec Riyad Charouana, nous ont offert ce très beau livre sur ce qu'ils ont trouvé comme traces dans les archives françaises sur Melk Ben Nabi, le penseur, le réformateur, quelqu'un qui était vraiment en avance sur son temps, sur son époque. Il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les écrits, son parcours, on voit bien que l'homme avait une longueur d'avance en matière de pensée philosophique. Oui, les documents présentés dans cet ouvrage concernant la période allant de 1920 à 1957, pas après. Pas après, mais c'est avant. Mais on va dire que c'est ce qui l'a amené peut-être à devenir ce qu'on connaît de lui après. Mais c'est bien de revoir son parcours. Oui, ce qui est intéressant, même les premiers ouvrages, on a, d'après ces documents, des renseignements sur les conditions dans lesquelles ces ouvrages ont été publiés. Donc on a les correspondances de l'éditeur Nahda, par exemple, pour le tirage de ces ouvrages. Ensuite, la première réaction, la réception de l'ouvrage. Et contrairement, par exemple, après l'apparition des conditions de la Renaissance, parce que dans les conditions de la Renaissance, il y a eu quand même une condamnation de l'action politique. Et Melk Ben Nabi a été sévèrement condamné à la fois par les étudiants de l'université d'Alger et la classe politique algérienne. Parce que la condamnation de l'action politique, pour eux, c'était quand même laisser vivre les colonisateurs en Algérie. Donc il y avait quand même des désaccords par rapport à... Tout à fait. Donc dans les documents, on voit quand même des réactions. La réception de l'ouvrage. Donc on a les réactions des élites. Par contre, la grande réussite des ouvrages de Melk Ben Nabi, c'était dans les cercles des ulémas. Dans les rapports de police rédigés après chaque conférence, on voit quand même Melk Ben Nabi, une réussite totale de Melk Ben Nabi. Parce qu'en fait, les meilleurs réformateurs accueillent bien les travaux de Melk Ben Nabi, sa pensée, ses visions. D'autant plus qu'ils sont réformateurs comme lui, donc il y avait une certaine acceptabilité, on va dire, des pensées de l'homme, de ce philosophe. C'est vrai que, même si certains trouvaient qu'il était un peu... Mais c'est vrai que tous les innovateurs, quand ils prodiguent quelque chose, ils paraissent bizarres parce qu'ils ramènent quelque chose de nouveau.
Et là, je pense, ça c'est un simple avis, hein, mais je pense que Melk Ben Nabi, puisqu'il était en avance sur son époque, il fallait que des gens comprennent ce qu'il disait d'abord, comme idée et comme philosophie. Et oui, il a été, comme je viens de le dire, il a été mal compris par les étudiants, enfin pas tous les étudiants, mais... Par une certaine frange d'étudiants. Voilà, d'étudiants, la classe politique aussi, y compris même au sein de l'IDMA, son parti aussi. Il était mal compris au début, oui. Mais après, bien sûr, après Melk Ben Nabi a pratiquement pas imposé, mais d'une manière subtile. D'ailleurs, on parle de lui 50 ans, 60 ans après, donc ça veut dire que l'homme a laissé des traces et aujourd'hui, eh bien, il est sujet de ce livre. Mais qu'est-ce qu'on trouve aussi, par son parcours, son incarcération, ses idées qui étaient un peu rejetées par certains, acceptées par d'autres? Qu'est-ce qu'on trouve aussi dans ce livre sur l'homme? Sur l'homme, déjà, c'est les difficultés sociales de Melk Ben Nabi. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à travailler, à trouver un travail. Melk Ben Nabi, donc, il termine ses études en 1936 sans avoir obtenu le diplôme d'ingénieur. Donc ça, c'est clair dans les documents. Même son CV, il y a des CV de Melk Ben Nabi qui le prouvent. Et ensuite, mais dans certains documents, on trouve ingénieur électricien. Non, voilà, c'est ça. Ça, le document corrige. Il y a même le CV deux CV de Melk Ben Nabi qui montrent bien, il écrit toujours ingénieur, diplôme d'ancien élève. D'ancien élève, pas d'ingénieur. Et même il écrit ingénieur électricien stagiaire. Donc ça, c'est des documents, ça c'est clair. Et après vérification, nous avons vérifié dans les archives de l'école spéciale d'électricité, de mécanique d'électricité de Paris, pour voir s'il a eu le diplôme. Il n'a pas eu de diplôme. Il n'a pas eu de diplôme. C'est un roi sans couronne, bon, il n'a jamais terminé ses études. Donc ensuite, il a essayé de travailler, mais à chaque fois, beaucoup de difficultés. Il a fait, même avec les petits boulots, dans la Deuxième Guerre mondiale, 1941 à 1942, c'est des petits boulots. Il a fait des petits boulots, veilleurs de nuit, on va dire qu'il a survécu. Il a survécu, mais il n'a beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés financières. Ça, on trouve la trace. Pourtant, c'est un grand monsieur qui a écrit des livres quand même réformateurs. Et puis, il est même spirituellement parlant, je ne sais pas, on le constate quand on voit l'écrit. On ne sent pas que c'est une personne qui a vécu difficilement d'un point de vue économique. Là, on ne le sent pas sur ses écrits. Mais là, c'est d'où l'importance d'avoir des documents qui vous disent que l'homme a eu beaucoup de tribulations pour vivre. C'est ça. Oui. Voilà. Même Melk Ben Nabi, dans son récit autobiographique, il évoque quand même cette situation difficile. Et quand on voit les documents, ensuite, les services de renseignement on voulait profiter de cette situation justement pour essayer d'engager Melk Ben Nabi en leur faveur. Il disait Melk Ben Nabi, il est contacté, par tout le monde. On ne veut pas que Melk Ben Nabi soit parmi les opposants de la présence française en Algérie. Donc il faut faire quelque chose pour le gagner notre cause. On a essayé de le soudoyer. Donc, voilà, il a été contacté même par le capitaine Tercy, justement, pour essayer quand même de profiter de cette situation difficile. De sa situation économique, précaire, on va dire. Mais ça n'a pas réussi, puisque l'homme... Ça n'a pas réussi, il n'a pas pu être recruté. Finalement, Melk Ben Nabi, même en 1952, il a envoyé une lettre au ministre français de la Justice, justement, pour dénoncer cette politique et cette manipulation, justement. Il disait qu'on m'a proposé un emploi de policier, ce que j'ai refusé. Oui. On a essayé même de l'enrôler. On a beaucoup de correspondances. Et là, on trouve même, je vois sur le document, on trouve même des interrogatoires. Donc ça veut dire qu'il était interrogé. Oui, c'est le dossier d'instruction. Il a été interrogé par les services de renseignement, ensuite par la police de Chartres, ensuite par le juge d'instruction.
Et Malik Ben Nabi, de sa main, il a écrit plusieurs lettres au juge d'instruction. Il se défendait, bien sûr. C'est normal. Ça. Oui, parce qu'en fait, il a été incarcéré, il a été accusé d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Ah, avec sa femme aussi, avec sa femme française. Oui. Et on trouve plusieurs traces d'interrogatoire effectuées par la police française sur l'homme qui refusait. Enfin, ce que lui proposait l'autorité coloniale à l'époque. Voilà. Donc d'où la grandeur de l'homme et tout ça grâce à un travail d'archive. Est-ce qu'il y aura d'autres travaux de recherche? Est-ce qu'il y aura d'autres? Est-ce que vous avez épluché tous les documents ou est-ce qu'il y en a d'autres sur Malik Ben Nabi? Il y en a d'autres. C'est prévu pour le second tome. On aura d'autres documents qui complètent notre recherche sur Malik Ben Nabi. Donc, et il y a encore beaucoup de documents. Il reste encore beaucoup de documents à publier. Sur Malik Ben Nabi, sur Malik Ben Nabi, d'autres fonds. Je crois qu'un autre tome ne suffira pas, il faudra peut-être d'autres. Oui, ça c'est ce qu'on a publié maintenant, il y a 4 dossiers. Mais il y en aura d'autres, justement, pour compléter la documentation archivistique relative à Malik Ben Nabi. Alors moi, en aparté, on a discuté plusieurs fois sur l'importance des archives, et puis vous avez dit des fois, l'histoire oublie des hommes que les archives font renaître. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Hein? Ouais. Est-ce que c'est applicable pour Malik Ben Nabi? Est-ce que vous avez fait comme recherche dans les archives? Tout à fait, ça, c'est applicable aussi. Donc ça, c'est donc nous avons le récit autobiographique, mais aussi on a des documents d'archives. Bon, on connaît quand même, pour un historien, un récit autobiographique, quand même, on connaît sa fragilité. Par rapport on va dire qu'il y a un peu de subjectivité. Il y a un peu de subjectivité. Ah, oui. Par rapport à un document qui est plus révélateur et qui... Non, mais les documents révèlent autre chose. Voilà. J'espère que dans très peu de temps, nous allons vous accueillir, Inch'Allah, pour le deuxième tome sur cet homme qui reste encore méconnu, Malik Ben Nabi, à travers toutes les archives retrouvées par les deux docteurs, Riyad Charwana et Dr Alawa Amara. Merci d'avoir été notre invité ce matin pour parler de ce livre. J'espère que vous aurez d'autres publications et d'autres succès. En tout cas, vous serez toujours le bienvenu. Voilà. On va se quitter en chanson avec Al-Qassantenia, qui est une troupe qui nous a laissé de très belles chansons dans nos archives. Je vais remercier le docteur Charwana d'avoir été avec nous en direct par téléphone à partir de la France. Je remercie le docteur Alawa Amara d'avoir été là, le docteur Kermiche, toute l'équipe qui nous a accompagnés ce matin pour ce bonjour d'Algérie à partir de Constantine. Inch'Allah, je vous retrouverai dimanche prochain pour un autre bonjour d'Algérie. لو جهد
وعدوا الجاحدين ضربات صالي يا الغالي ما زال منهم يزيد مولاة السلف الطويل سيدنا من لداق الغرامية من خطابكم شكلوا يا العالم بعد الروقاني فحروا في اليا والبالي ها حساب اني شي تالف يا سبع الشدي رد الجواب اسمي